Cette chanson parle de toutes vos photos personnelles que vous postez sur Internet, de vous-même, de vos proches, de tout ce que vous êtes et rêvez d'être. Les réseaux sociaux, les plateformes, YouTube, etc. nous disent « Exprimez-vous, soyez vous-même, racontez votre vie, postez vos photos, donnez votre avis, c'est fait pour vous. » Attention, je pense que tout le monde a un pressentiment qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais malgré ça, on ferme les yeux, on avance. Tous les jours, nous laissons des traces numériques. Lors de notre navigation, de nos échanges en ligne ou de nos déplacements. Même les données les plus inoffensives nous exposent à de nombreux risques. N'oubliez pas que leur modèle économique, c'est de récolter le plus d'informations possible pour pouvoir ensuite les vendre à ceux qui cherchent à vous cibler. On ne va pas avoir la même façon de se protéger si ta menace, c'est parce que tu as un mari jaloux ou une femme jalouse, que si c'est ton patron au travail, que si, comme c'est arrivé pour moi, je bosse avec Wikileaks sur des documents de la NSA et de la CIA. C'est un sérieux avertissement pour le reste du monde. Nos libertés sont en train de s'évaporer sous nos yeux. Jeunes élèves, citoyens ordinaires, journalistes, dissidents, nous avons tous des niveaux de menaces en ligne spécifiques. Mais les solutions existent. Alors, comment apprendre à nous protéger, chacun à notre échelle ? J'entends dire que la vie privée, c'est fini. Mais je ne suis pas d'accord, c'est complètement faux. Il y a plein de façons de se protéger. Même dans notre monde sous surveillance et hyper connecté. Max Thomas est un acteur et musicien qui vit à Berlin. Grand utilisateur des réseaux sociaux et des services fournis par les géants du numérique, il a récemment pris conscience du traçage de ses données. Dans l'Allemagne d'aujourd'hui, il sait que pour lui, les risques sont limités. Mais il s'inquiète de la menace croissante que font peser les GAFAM sur nos libertés. Pour apprendre à protéger sa vie privée, il se rend au Chaos Communication Camp. Tous les 4 ans, cet événement rassemble une communauté de hackers et de passionnés du code venus de toute l'Europe pour partager et construire un Internet plus ouvert. Max, Hey, content de te voir. moi aussi. J'ai des questions à te poser. Un de mes grands objectifs, c'est de me débarrasser de Google. Ce qu'on conseille pour Google, c'est de compartimenter ses activités. Si tu utilises une de leurs applications parce que tu ne peux pas faire autrement, tu peux au moins essayer de ne pas utiliser toutes leurs applications pour ne pas leur dévoiler toute ta vie. En général, je conseille de diversifier les outils qu'on utilise. Par exemple, au lieu de dépendre de Google pour les emails, les cartes, pour les recherches, les traductions, il y a plein d'autres outils qui respectent notre vie privée et qui répondent à tous nos besoins. Je conseille vivement de commencer par les applications pour lesquelles vous ne dépendez pas des autres, par exemple votre navigateur. Au lieu d'utiliser Google Chrome, vous pouvez utiliser Firefox, vous pouvez utiliser Chromium ou le navigateur Tor. Il y a plein d'alternatives. Et une fois que vous avez trouvé un nouveau navigateur, pourquoi ne pas essayer un nouveau moteur de recherche ? Vous pouvez utiliser par exemple DuckDuckGo. Et il y en a d'autres. Il y a des gens qui utilisent Cirx ou Quant. Il y a tellement de moteurs de recherche respectueux de notre vie privée.
Cet après-midi, on a eu une discussion à propos de Facebook. Tout le monde voudrait s'en débarrasser, mais personne n'y arrive en fait. En fait, on ne sait pas vraiment ce qui pourrait remplacer Facebook. Et notre société a du mal à comprendre à quel droit et à quelle liberté elle renonce en utilisant Facebook. Oui. Ma conviction, c'est qu'on devrait avoir le contrôle des algorithmes, de nos données, savoir exactement lesquelles sont collectées et ce qu'elles deviennent. Et ce n'est pas possible avec le modèle économique actuel de Facebook. Ouais. T'as vu à Berlin l'opposition contre l'installation de Google dans le quartier de Kreuzberg? T'en as entendu parler? Oui. Ça a beaucoup attiré l'attention sur l'emprise que Google exerce sur nos vies. Oui, c'était incroyable. Même chez Google, je pense qu'ils n'auraient jamais imaginé une telle opposition. En effet, en 2018, Google a dû renoncer à un grand projet de campus à Kreuzberg sous la pression de la rue. Je pense que Berlin est une ville assez libre et les Berlinois ont clairement fait savoir, lors de grandes manifestations et en interpellant les politiques, que personne à Kreuzberg ne voulait d'un siège de Google. Comme la plupart des artistes, Max a besoin des réseaux sociaux pour promouvoir ses performances. Mais il s'y sent de moins en moins à l'aise. Ce matin, il a rendez-vous avec des membres du Reclaim Club Culture. Ce collectif rassemble des acteurs de la vie nocturne berlinoise qui veulent s'organiser de façon indépendante. Il y a eu tellement de scandales sur l'exploitation des données personnelles et sur la surveillance des utilisateurs. Notre idée, c'est de lancer une grande campagne où on inviterait les clubs et toute la scène culturelle berlinoise à choisir ensemble une alternative sur laquelle ils pourraient poster leurs événements. On a fait des recherches. Il y a un projet en développement qui s'appelle Mobilisons et qui serait une alternative à Facebook Events. Moi, je suis surtout en contact avec des artistes et je suis sûr qu'une ville comme Berlin, qui a une offre culturelle unique, ça serait un super point de départ pour lancer l'initiative et ensuite l'exporter dans d'autres villes. La protection de la vie privée nous concerne tous désormais. En première ligne, les adolescents, grands consommateurs des réseaux sociaux Instagram, Snapchat et TikTok. À Casablanca, les enseignants du lycée français Louis Massignon ont décidé de montrer à leurs élèves la face cachée de leurs applications préférées. Bonjour. Aujourd'hui, on va travailler autour des réseaux sociaux. Déjà, est-ce que quelqu'un parmi vous a déjà lu les conditions d'utilisation d'un réseau social? Alors moi, les conditions d'utilisation, franchement, je ne les ai jamais lues parce que c'est des mots très complexes et c'est vraiment long. Donc j'ai jamais pris le temps de lire. Et je me dis aussi, si tout le monde les accepte, je vais aussi les accepter. Voilà. Ok. Alors là, c'est une avocate anglaise qui a réécrit ces conditions dans un langage très accessible aux jeunes, à partir même de 9 ans. Alors, bien que tu restes responsable des informations que tu postes sur Instagram, nous pouvons garder, utiliser et partager les informations personnelles avec des entreprises connectées à Instagram. Nous ne sommes pas responsables de ce que feront ces autres entreprises de tes informations. En plus des données que vous allez poster, vous allez mettre ce qu'on appelle des métadonnées, l'heure à laquelle tu t'es connecté, combien de fois tu as liké tel ou tel contenu, etc., etc. Cet ensemble de données, ils vont les vendre à des entreprises qui elles-mêmes peuvent les revendre à d'autres entreprises derrière. On va passer peut-être au deuxième extrait et après, vas-y, tu peux le lire s'il te plaît? Officiellement, tu es propriétaire des photos et vidéos que tu postes, mais nous sommes autorisés à les utiliser. Nous pouvons aussi laisser d'autres personnes les utiliser, partout dans le monde.
D'autres peuvent nous payer pour l'utilisation de celle-ci, mais nous n'aurons pas à te payer en échange. Vas-y. C'est vraiment choquant. C'est comme si on fournissait le bois, on faisait le feu, mais on n'avait pas la chaleur. Exactement. C'est ça. Et en fait, mais par contre, ils t'auront donné la cheminée. Tu peux utiliser un Instagram gratuitement. Mais les données, elles sont à eux et ils les utiliseront. C'est toujours comme ça. La vie privée des élèves est très importante pour nous parce que si ce n'est pas nous qui protégeons la vie privée de nos élèves, qui le fera? Les risques qu'ils peuvent encourir sur l'utilisation de leurs données sont vraiment de 3 types. On a principalement l'exploitation des données par les GAFAM ou les entreprises qui sont en partenariat avec ces grandes entreprises. On a aussi le risque que leurs données soient utilisées par des hackers qui auraient récupéré un contrôle sur leurs comptes ou sur leurs accès. Et après, on a bien évidemment le risque de l'utilisation des données entre élèves pour réaliser du cyberharcèlement ou autre. Le cyberharcèlement sur les réseaux sociaux est un fléau qui frappe de nombreux jeunes. Pour essayer de prévenir ce phénomène, les enseignants apprennent à leurs élèves à mieux protéger leurs comptes. Lors de la séance précédente, vous vous rappelez, on a joué un peu à vous allez chercher les failles sur le compte de votre camarade, votre ami. Est-ce que je peux avoir un peu vos retours par rapport à ça, déjà? Moi, personnellement, j'ai fait l'expérience avec Richa sur son compte Instagram. Et donc déjà, son compte Instagram, il est privé. Sauf que c'est avec son prénom. Et dans sa bio, il y a son âge. Et il y a sa photo de profil, il y a sa tête. Et elle n'a pas de publication, sauf qu'il y a des stories à elle où on voit où est-ce qu'elle voyage, quand elle voyage, etc. D'accord. Et donc, tu estimes que son compte, comment... Ça va. Ça va. Il y a à faire. Peut mieux faire. D'accord. Hein? Mais moi, je ne suis pas le meilleur exemple aussi. D'accord. Si vous prenez le temps de regarder tous les paramètres de confidentialité, vous allez trouver de vrais trésors. Vous pouvez par exemple décider qui peut voir vos posts. Par défaut, c'est peut-être réglé sur « Public ». Mais vous pouvez décider de changer et ne laisser voir vos posts qu'aux gens que vous avez acceptés sur votre page. Donc, vous pouvez décider quels utilisateurs ont accès à vos informations. Là, il est écrit « Autoriser les moteurs de recherche à afficher votre profil ». Oui, non. Et par défaut, c'est « Oui » qui est coché. Donc, c'est vraiment là que vous pouvez paramétrer les options qui sont importantes pour vous. De son côté, Max explore la piste Mobilisons, cette alternative à Facebook Events qui doit bientôt voir le jour. Aujourd'hui, avec d'autres artistes, il a rendez-vous avec les développeurs de Mobilisons pour discuter du fonctionnement de la plateforme. Alors, nous, en tant qu'artistes, qu'est-ce qui fait qu'on est encore tous sur Facebook? Facebook Events a un monopole et tous les clubs de Berlin l'utilisent. Et comme nous formons un réseau de clubs, nous avons voulu organiser un exode massif de Facebook. Plutôt que de convaincre les utilisateurs individuellement de migrer vers des réseaux sociaux alternatifs, nous pensons qu'il est plus pertinent de nous-mêmes montrer l'exemple. Oui, depuis 15 ans, nous avons pris l'habitude de tout confier et de tout déléguer à Facebook. L'hébergement des données, la maintenance des serveurs. Alors que si vous voulez créer une instance de Mobilisons, il faut que vous l'hébergiez quelque part et que vous payiez l'hébergement du serveur. Mais c'est ça, le prix de la liberté. Ce sont les coûts que Facebook et les autres nous cachent et récupèrent en nous volant notre vie privée. Ok, donc si j'ai bien compris, ça veut dire qu'on peut avoir notre propre serveur, local, ce que tu appelles une instance. Ensuite, on installe le logiciel dessus, on lui donne un nom, comme Mobilize Berlin.
Et on pourrait inviter les artistes et les clubs de Berlin à venir sur notre plateforme. Et là, vous pourrez communiquer avec les utilisateurs des autres serveurs en Allemagne et dans le monde entier. C'est bien ça? Exactement. C'est le modèle fédéré. C'est un nouveau paradigme. La plateforme fédérée la plus connue est le réseau social Mastodon. Depuis sa création en 2016, plusieurs millions d'utilisateurs ont choisi de migrer de Twitter vers cette alternative libre. Le mot fédération signifie qu'il n'y a pas une autorité unique qui contrôle la totalité du réseau, mais des autorités multiples. Si vous êtes un habitué des emails, le système des emails aussi est un réseau fédéré. Il y a des serveurs tels que Hotmail, Outlook, Yahoo, Gmail. Vous vous inscrivez et on vous donne une adresse mail qui commence par votre nom d'utilisateur et se termine par le serveur que vous avez choisi. Et ce système vous permet d'envoyer un email à n'importe qui, sur n'importe quel serveur, à partir de votre adresse. Donc la fédération est un système qui permet de répartir les autorités. Contrairement par exemple à Twitter ou Facebook, où il y a, disons, un serveur et des millions d'utilisateurs. Sur Mastodon, comme c'est décentralisé, il y a un grand nombre de petits serveurs. Chaque serveur appartient à quelqu'un ou à une organisation qui le gère et vous permet d'interagir avec n'importe qui sur n'importe quel autre serveur. Max se rend au Menschmeier, une institution de la nuit berlinoise. Ce club a longtemps refusé d'utiliser Facebook, mais a dû s'y résoudre pour attirer plus de monde. Ce serait un candidat idéal pour se lancer dans l'aventure Mobilisons. Voilà, on pense qu'il y aurait moyen que les gens quittent Facebook, ou au moins que dans le milieu underground de Berlin, beaucoup de monde commence à utiliser un autre réseau. Peut-être est-ce que je devrais expliquer un peu les concepts. Donc le Fediverse est un protocole qui permet à différentes plateformes de communiquer entre elles. Parmi ces plateformes, Mobilisons est un service qui permet d'organiser des événements. Et à l'intérieur du Fediverse, il y a d'autres plateformes, comme Mastodon, qui est très populaire. C'est une alternative à Twitter. Il y a PeerTube, une alternative à YouTube. PixelFed, si je ne me trompe pas, c'est une alternative à Instagram. Funquel, une plateforme de musique en streaming. Et comme elles utilisent toutes le même protocole, elles peuvent toutes communiquer entre elles. Donc par exemple, si je suis sur Mastodon et que vous organisez les événements du Menschmeier sur Mobilisons, j'ai accès à vos événements sur ma page Mastodon, même si je n'utilise pas Mobilisons. On pourrait réfléchir à des bonus pour ceux qui nous rejoignent. Parce que si on peut limiter le pouvoir de Facebook, qui est déjà beaucoup trop grand, on est toujours partant. Donc effectivement, il pourrait y avoir des contenus additionnels sur les événements, ou même... Des verres gratuits. Des verres gratuits. Un verre gratuit pour chaque inscription. L'ensemble des outils du Fediverse, donc des logiciels qui sont dans cette grande fédération qui utilisent tous le même protocole pour communiquer les uns avec les autres, crée finalement une sorte de nouvel Internet, entre guillemets, dans lequel on aurait plein de briques, voilà, qui ont chacun des fonctions différentes, mais dans lequel on recréerait finalement un univers social total. Bonjour Monsieur Meyasu, je m'appelle Wei Kei, je suis chercheuse à Hong Kong. J'ai suivi votre travail sur la sécurité en ligne et j'aimerais vous parler de la situation à laquelle nous sommes confrontés face à la Chine. Je compte sur votre discrétion. J'ai été la plus prudente possible, mais tout ceci reste assez effrayant.
Comme des milliers de Hongkongais, Wei Kei pensait ne courir aucun risque en ligne. Mais la révolution des parapluies, ce mouvement de résistance contre la Chine, a tout changé. Désormais, les services chinois peuvent surveiller les communications de tous les citoyens de Hong Kong. Alors, dites-moi, comment ça se passe à Hong Kong? La situation n'arrête pas de se dégrader. La police est de plus en plus violente et il n'y a plus de dialogue possible. Nous sommes tous très inquiets. Et vous avez quelque chose en tête? La première chose que je voudrais faire, c'est apprendre à me protéger sur Internet. Et ensuite, je pourrais aider d'autres personnes. Mon idée, c'est de lancer une campagne de sensibilisation pour le grand public. Et je me demandais si vous pourriez me présenter des gens qui pourraient me conseiller. J'ai vécu en Chine et je connais bien les pratiques du gouvernement chinois. Je sais comment ils espionnent la population, comment ils arrivent à cibler certaines personnes. Et j'ai peur qu'un jour la même chose se passe à Hong Kong. Pour que les gens puissent continuer à travailler, à défendre notre état de droit et notre liberté d'expression, il faut vraiment qu'ils apprennent à se protéger. Allô? Bonjour, c'est Wei Kei. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous faites comme métier? Je suis chercheuse, mais après l'insurrection, je me suis impliquée dans des formations de sécurité en ligne et depuis, j'organise des campagnes d'information et de prévention auprès des personnes à risque. Et vous voulez en apprendre un peu plus sur ce qu'on appelle le modèle de menace? Oui, les modèles de menace, c'est nouveau pour moi. D'accord. Ça va vous permettre de déterminer votre niveau de risque. Il y a 5 questions à se poser. Première question. Quelles données voulez-vous garder secrètes? Le modèle de menace. C'est une démarche qui vise à comprendre de qui je dois me protéger, quelles données je dois protéger, quel serait le pire scénario auquel je devrais faire face. Ça permet de réaliser, ok, donc ce sont eux mes adversaires. De quoi ces adversaires sont-ils capables? Est-ce qu'ils peuvent intercepter mes communications? Obtenir des données auprès de mon fournisseur d'accès Internet? Sont-ils en capacité de pirater mes données? Mes adversaires sont des services de renseignement. Ils ont des ressources financières et techniques importantes. Je crois que mon plus grand risque, ce serait de mettre mes contacts en danger. C'est ce qui m'inquiète le plus. Le pire scénario pour moi serait d'être arrêté. Je serais alors interrogé et, dans le pire des cas, torturé. Ces choses sont monnaie courante en Chine. La surveillance sur Internet est devenue un problème majeur pour les journalistes. En les contactant, leurs sources risquent de laisser des traces en ligne qui pourraient ensuite servir à les identifier et les poursuivre. Pour répondre à cette problématique, Julian Assange a cofondé en 2006 Wikileaks. Cette plateforme sécurisée permet aux lanceurs d'alerte de transmettre des documents sensibles en préservant leur anonymat. Wikileaks a notamment fait connaître au grand public les exactions commises par l'armée américaine en Irak et en Afghanistan. Peut-être que c'est celui-là. Il y a des fenêtres sur les côtés, c'est un fourgon pénitentiaire. Mais je ne sais pas s'il vient par ici. Ça pourrait être lui.
Devenu l'homme à abattre du gouvernement américain, Julian Assange est depuis 2011 sous la menace d'une extradition aux États-Unis, où il risque désormais 175 ans de prison. La première prise de contact avec une source, c'est devenu un vrai problème pour nous les journalistes. Imaginons, par exemple, que vous êtes un lanceur d'alerte et que vous avez des informations importantes à me communiquer. Si vous m'écrivez depuis, disons, une adresse Gmail à votre nom, que vous utilisez depuis des années, ou si vous m'appelez depuis votre téléphone, cet échange va laisser une trace numérique permanente entre vous et moi. Moi, je propose différents niveaux de sécurité. Donc quelqu'un qui ne risque rien à me contacter, il me contacte sur Twitter, sur Facebook, par mail, voilà. Il n'y a pas de... Quelqu'un qui potentiellement pourrait éventuellement être ennuyé si jamais on savait qu'il m'avait contacté, là il peut me contacter par signal. Et quelqu'un qui a un très haut niveau de modèle de menace, typiquement quelqu'un qui bossait ou qui bosserait pour un service de renseignement, qui a bossé pour un service de renseignement qui voudrait me confier un document, il peut passer par SecureDrop, qui est un logiciel qui a précisément été mis en place pour permettre de contacter de façon anonyme et sécurisée un journaliste d'investigation. En 2010, j'étais le reporter du Spiegel à Londres avec ceux du New York Times et du Guardian, dans une sorte de bunker au Guardian, et on a ensemble rédigé les premiers rapports sur la guerre en Afghanistan. Et quand on les relit aujourd'hui, c'est très étonnant. Tout ce qu'on pouvait écrire à l'époque dans de simples mails. Et Wikileaks, eux, nous envoyaient sans cesse des demandes très énervantes et répétitives pour qu'on chiffre tout et qu'on soit toujours plus prudent. Et nous, on rigolait entre nous de ces gros paranos, genre ha ha ha. Mais on travaillait ensemble. C'était une vraie collaboration journalistique. Et aujourd'hui, je me pose la question, qu'ai-je fait de si différent par rapport à Julian Assange à l'époque? J'irai même plus loin. Si on lit bien la demande d'extradition des États-Unis, qui sont les prochains sur la liste? Je veux dire, qu'est-ce que nous avons fait concrètement de différent? Si vous êtes un lanceur d'alerte, il faut tout d'abord que vous soyez très prudent et très attentif à la façon dont vous allez extraire les informations. Parce que si vous branchez un disque dur ou une clé USB pour les copier dessus, ça peut déjà donner l'alerte. L'entreprise a sans doute un système de surveillance pour contrôler qui copie des données. La plupart des sociétés ont ce qu'on appelle des technologies de prévention contre les menaces internes. Si on est en possession de documents qui peuvent être compromettants et qui sont des documents d'intérêt public, mais qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre, aujourd'hui, ce qu'il faut en premier lieu, c'est identifier le bon interlocuteur. C'est identifier le journaliste qui sera capable de rendre public un document en minimisant au maximum le risque. Ce que je conseille en général, c'est d'acheter un nouvel ordinateur portable bon marché, une petite tablette ou quelque chose comme ça, d'aller dans un café où il y a un réseau Wi-Fi public, de télécharger le navigateur Tor et de se connecter à la page SecureDrop. Vous pourrez ainsi entrer en contact avec nous en nous envoyant un message et nous pourrons ensuite passer à l'étape suivante et voir quelle serait la meilleure manière de récupérer vos informations sans compromettre votre sécurité. Pour préparer le lancement de la plateforme Mobilisons, Max a invité ses amis artistes à une crypto-party. Lors de cette soirée informelle, les néophytes peuvent découvrir des alternatives aux GAFAM et apprendre les bases de la sécurité en ligne.
hin? Bild, wo war ich Bild? Wer war ich Bild? Macht das noch Sinn? Bilder von mir selbst, immer wieder von mir selbst, von mir selbst, von mir selbst, von mir selbst. Bilder von mir selbst, immer wieder von mir selbst, von mir selbst, von mir selbst, von mir selbst. Thank you very much. Merci à tous d'être venus ce soir. Beaucoup d'entre vous ne connaissent peut-être pas très bien le sujet, donc vous allez pouvoir en apprendre un peu plus sur la vie privée en ligne. Je pense que c'est un sujet très important auquel on devrait tous réfléchir. Nous allons parler de navigation. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un VPN? Oui. Pardon? Un VPN, un réseau privé virtuel. Non? Beaucoup de gens protègent leur vie privée en se connectant à un VPN pour ensuite accéder à Internet. L'avantage est que votre adresse IP a l'air de venir du VPN et pas de votre propre réseau. Et cela protège en partie votre identité. Vous avez déjà entendu parler de Tor? Oui? Et vous savez la différence avec un VPN? Pas vraiment. Non. Non? Ok. Tor, c'est l'acronyme de The Onion Router, le routeur en oignon. C'est un peu comme un VPN, dans le sens où votre connexion à Internet semble venir d'un autre endroit, mais avec Tor, vous n'avez pas une seule protection, vous en avez 3, parce que vous passez par 3 adresses IP différentes avant de vous connecter à Internet. Et avec toutes ces couches successives, d'où l'appellation du routeur en oignon, votre connexion à Internet est théoriquement anonyme. Bien sûr, elle ne l'est plus si vous vous connectez ensuite à Facebook. La table d'à côté se concentre sur la dégooglisation des téléphones Android. Il existe en effet des alternatives pour la plupart des applications. Par exemple, Google Maps peut être remplacé par OpenStreetMap ou Quant Maps pour ne pas partager sa géolocalisation avec Google. Je comprends pas bien. Comme j'ai un Android lié à mon compte Google, mon téléphone tout entier est connecté à Google. Donc ils ont de toute façon accès à mes données. En effet, n'envoyer aucune donnée à Google nécessite une opération plus complexe. Il faut remplacer entièrement le système d'exploitation Android par un système d'exploitation comme Lineage, libre et open source. Généralement, le mouvement CryptoParty préconise le logiciel libre et open source. Vous connaissez? Pardon? Libre et open source. Libre et open source? Libre et open source. En gros, ça appartient à nous tous. Le code source est disponible et tout le monde peut le prendre, l'utiliser, le modifier, le partager avec d'autres personnes. On ne peut pas faire plus transparent. En français, j'explique le logiciel libre avec ces 3 mots. Liberté, égalité, fraternité, parce que c'est exactement l'idée du logiciel libre. Liberté signifie que chaque utilisateur est libre d'utiliser le programme. Égalité, parce que chaque utilisateur a les mêmes droits. Et fraternité, parce que les utilisateurs sont encouragés à coopérer entre eux. L'une des pratiques malveillantes les plus répandues, c'est l'espionnage des utilisateurs. Vous devez partir du principe que tout programme non libre envoie des données sur vous et votre activité en ligne à des entreprises et peut-être à un État. Je travaille avec des communautés marginalisées.
Et aux États-Unis, beaucoup de jeunes défavorisés entendent les entreprises de la tech, comme les réseaux sociaux, les plateformes, leur dire « Exprimez-vous, soyez vous-même, racontez votre vie, postez vos photos, donnez votre avis. C'est fait pour vous, YouTube, etc. » Si tu vas sur facebook.com, tu vois la plateforme. Mais si tu vas sur facebook.com/records, là, tu tombes sur la porte d'entrée des services de police. La police a des contrats avec des sociétés qui rassemblent toutes les données, qui les moulinent, les analysent et les découpent comme elles le veulent. Et aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle les accusations en bande organisée. La police n'a besoin que d'un faisceau d'indices pour vous rattacher à une activité criminelle. Et dans la plupart des cas, c'est dû à un effet de réseau. Donc si je poste quelque chose sur les réseaux sociaux et que tu likes mon post, si j'ai ton numéro dans mon téléphone, ça suffit pour qu'ils viennent au petit matin défoncer ta porte, te tirer du lit et t'arrêter. Quand un programme te met potentiellement en danger, tu n'as pas envie de l'utiliser. Tu ne vas pas tergiverser et te demander pourquoi je devrais changer. Et puis, il va falloir convaincre tous mes amis. Au contraire, tu te dis, ok, c'est bon, je change. Donc je crois que le logiciel libre est le logiciel du peuple. Et que les gens vont finir par l'utiliser parce que c'est sans risque. Les gens sont en fait très demandeurs et très enthousiastes à l'idée d'utiliser des outils qui leur permettent de protéger leur identité, de protéger leur intimité et de pouvoir être pleinement eux-mêmes. Ces dernières années, le monde de l'éducation a entamé une grande transition numérique. À Casablanca, le lycée français Louis Massignon s'est lancé dans l'aventure dès 2017. L'équipe enseignante a dû faire un choix entre différentes solutions, notamment celle proposée par les GAFAM, avec en toile de fond la question de la collecte des données des élèves. On a testé 5 ou 6 solutions au sein de l'établissement. Il y avait plusieurs solutions, donc des solutions payantes, de l'open source. Et du coup, on a bien vu les pour et les contre de chaque solution. Les géants du numérique nous ont proposé inévitablement des solutions immédiates, pratiques, concises, intégrées, ergonomiques, sympathiques, agréables. Cependant, ce qui guide notre action, et celle de tous les enseignants, c'est la liberté pédagogique. Or, ce que proposaient ces géants du numérique, c'était une solution clé en main. Et une solution clé en main, en général, elle est restrictive. En termes de respect de la vie privée et des données qui sont collectées, on était en adéquation avec le logiciel libre. Et du coup, on a toujours eu tendance à vouloir privilégier les solutions open source plutôt que des solutions propriétaires. OneNote, qui est une solution de Microsoft, était aussi proposée dans ce cadre-là. Mais en fait, il s'est avéré que ce n'est pas adapté au contexte scolaire. Pour Google Classroom, on s'est vite rendu compte qu'on devait utiliser la messagerie et le Drive de Google pour assurer son cours. Il impose le fait d'affecter une adresse email à un élève, chose qui n'est pas convenue pour les collégiens et les élèves du primaire. Et du coup, les enseignants l'ont rejeté. L'équipe a finalement choisi la plateforme Moodle et le logiciel Big Blue Button, une alternative à Zoom. Mais ce choix n'a pas tout de suite fait l'unanimité. En effet, le logiciel libre a la réputation d'être moins facile à prendre en main. Moodle, en fait, c'est un peu rebutant au départ. C'est pas très sexy, c'est pas très intuitif, c'est très abrupt un peu au départ d'approche. Et puis parce qu'en fait, justement, ça permet aux profs d'être hyper créatifs. On peut tous faire absolument tout ce qu'on veut. Il est modulable à l'infini. À Londres, s'ouvre le procès en extradition de Julian Assange.
Dans la prison de haute sécurité de Belmarsh, ces 5 semaines d'audience à l'abri des caméras sont présidées par la juge Vanessa Baraitser. Les États-Unis demandent l'extradition de M. Assange pour la publication illégale de documents confidentiels sur les guerres en Afghanistan et en Irak. Cette publication aurait pu mettre en danger la vie d'informateurs travaillant pour les États-Unis. La poursuite d'un journaliste pour publication de documents confidentiels est une première historique en Occident. La profession s'inquiète du précédent juridique que cela pourrait créer. Wikileaks a mis en place un processus rigoureux pour supprimer les noms des sources de tous les documents avant publication, en s'associant à des médias partenaires dans différents pays. Wikileaks a été pionnier dans plusieurs domaines du journalisme, en publiant des documents en ligne, en initiant de grandes coopérations entre des médias internationaux et en créant une plateforme sécurisée pour les lanceurs d'alerte qui a été copiée par tous les grands journaux. Avec Wikileaks, comment ça se passe? Ça se passe que déjà on signe un engagement de confidentialité, comme quoi je vais respecter l'embargo, je vais respecter les protocoles de sécurité, on communique par des messageries sécurisées, et ensuite on a accès de façon sécurisée également aux documents, et idéalement on va utiliser Tails. Tails, c'est un système d'exploitation amovible, ça tient sur une clé USB, une carte SD, on redémarre son ordinateur sur Tails, et là toutes les communications passent par Tor. C'est un ordinateur qui n'est pas relié à mon identité, donc ça me permet d'avoir un niveau d'anonymat supplémentaire. Quand notre modèle de menace est très élevé, on essaie généralement de travailler de manière déconnectée. Ça signifie qu'on utilise des ordinateurs qui n'ont jamais été et ne seront jamais connectés à Internet. Et on va ouvrir certains documents chiffrés uniquement sur ces machines déconnectées. Dans les bureaux de The Intercept à New York, ils ont même construit un local sécurisé et isolé, une sorte d'Alcatraz, avec des plaques de métal dans les murs pour bloquer tout signal venant de l'extérieur. Avec Wikileaks, là, mon modèle de menace, c'était le plus élevé que j'ai jamais eu. Ça a duré 1 semaine. Parce qu'après, les documents étaient rendus publics, donc bon, il n'y avait plus matière à essayer de rentrer dans mon ordinateur. Mais quand on bosse sur des documents de la NSA ou de la CIA, c'est les meilleurs au monde en matière d'interception des télécommunications. Depuis 2020, une nouvelle loi chinoise vise directement les opposants hongkongais. Face à cette menace, Weikei anime désormais des workshops pour les activistes sur les règles de sécurité en ligne. Alors, merci d'être venu. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de sécurité. Mais avant de commencer, je voudrais parler de la loi sur la sécurité nationale. Qui d'entre vous a entendu parler de cette nouvelle loi ? En pratique, dès que le gouvernement ne t'aime pas, quelle qu'en soit la raison, ils peuvent t'envoyer en Chine pour être jugé par un tribunal chinois. Et c'en est fini pour toi. Du coup, nous devons nous aussi renforcer nos mesures de sécurité. Ce qui est vraiment important, c'est de chiffrer vos communications et notamment vos mails. Oui, il s'agit aussi de vos camarades. Si vous êtes pris, vos amis sont pris aussi. J'en ai parlé avec d'autres activistes que je connais et ils ne savent même pas ce que chiffrer veut dire. C'est terrifiant. Si j'envoie un message sur Internet depuis cet ordinateur, je peux l'envoyer sans le chiffrer. Et n'importe qui en chemin, mon Wi-Fi, mon routeur, mon fournisseur d'accès ou qui que ce soit d'autre, tous ces intermédiaires peuvent potentiellement le lire. Alors que si je le chiffre avec PGP, plus personne ne peut le lire facilement. Donc, on utilise 2 clés, 2 numéros. Un premier qui va simplement brouiller le message que je veux t'envoyer, comme quand je froisse ce papier. Voilà, pour bien comprendre. Donc, quand je l'envoie, les intermédiaires ne peuvent que le transmettre.
Et quand tu le reçois, tu as ta clé secrète, l'autre numéro pour le déchiffrer. C'est comme un ouvre-boîte, cette seconde clé. Voilà. Et c'est ça que nous devons apprendre à faire. Dans la société civile, les gens ont souvent des connaissances techniques limitées. Et ils ont en face d'eux des adversaires qui ont d'énormes moyens pour rentrer dans les appareils et intercepter les communications. Et dans ce cas-là, il faut se détacher de la stricte sécurité informatique et plutôt réfléchir en termes de sécurité opérationnelle. La sécurité opérationnelle, ça consiste avant tout à changer son comportement pour minimiser les risques. Je vais par exemple utiliser un appareil pour certaines communications, plus susceptibles d'être interceptées, et utiliser un autre appareil pour ma vie de tous les jours. Cette démarche est souvent bien plus utile que d'acheter du matériel considéré comme plus sécurisé. Lors de sa création, Internet était la promesse d'un nouvel espace de liberté. Mais aujourd'hui, il est surtout contrôlé par des grandes entreprises et des États. Pour préserver notre vie privée, nous sommes obligés d'apprendre à nous protéger par nous-mêmes. Le problème, c'est qu'aucune force politique majeure n'a réussi à proposer une vision de ce à quoi Internet pourrait ressembler s'il n'était pas entre les mains d'entreprises assez peu imaginatives et qui ne pensent qu'à vendre de la publicité. La manière dont on a organisé l'ensemble du système est une pure folie. Nous n'avons pas été capables d'imaginer des structures qui pourraient avoir une politique économique différente, où les données pourraient être détenues par les citoyens et non par les entreprises qui nous offrent l'infrastructure. Et c'est ce genre de questions qui, à mon avis, devrait faire partie du débat. C'est désormais vers Bruxelles que se portent les regards. En effet, l'Union européenne est l'institution qui a montré la plus grande volonté de remettre de l'ordre dans le Far West des données personnelles. En unissant nos forces au niveau européen, avec les États membres, nous pouvons vraiment mettre en place un nouveau standard global. Le règlement général sur la protection des données, qui encadre le traçage des utilisateurs, notamment par les cookies, a déjà marqué un tournant historique au niveau international. Mais en dernier recours, je pense que nous devrons démanteler les grandes entreprises. Avant d'en arriver là, bien sûr, il y a d'autres solutions. Développer la concurrence et pousser les entreprises à faire de la protection des données la force de leur modèle économique. On pourrait imaginer d'autres services qui seraient financés et développés en respectant la vie privée avec un modèle économique différent. Il y en a qui émergent déjà dans le cadre d'initiatives locales. Le problème, c'est qu'il faudrait une dynamique derrière tout ça. Y mettre les moyens, investir des milliards d'euros dans ces services. Et pour être capable d'injecter des milliards d'euros, il faut d'autres priorités politiques au niveau national et européen. C'est le jour J pour Max et ses partenaires. Après 2 ans de préparation, ils lancent leur plateforme indépendante Mobilize Berlin. Désormais connectée à des milliers d'autres plateformes, elle apporte une nouvelle pierre à l'édifice de l'Internet libre. Aujourd'hui, on est là pour fêter Mobilisons et lancer le site web. C'est pour ça qu'on vous y invite. Là, c'est l'adresse de la plateforme. Elle est en ligne. Il y a des fonctionnalités super cool. Elle est connectée au Fediverse, qui est l'avenir des réseaux sociaux open source, libres et décentralisés. Voilà. Inscrivez-vous. Au fond, d'où vient notre liberté? Si nous sommes libres aujourd'hui, c'est uniquement parce que dans le passé, certaines personnes ont accepté de faire de vrais sacrifices pour leur liberté. Nous n'avons pas besoin que des milliers ou des millions de personnes deviennent des héros et prennent des risques énormes.
Nous avons juste besoin que des milliers, peut-être des millions de personnes acceptent de subir quelques petits désagréments. La seule chose qui compte, c'est notre capacité à dire non.